Hello les amis, nous sommes le lundi 21 septembre 2020, mais il sera peut-être mardi 22 quand vous verrez cette émission car il est très tard. J'ai mis en intro, vous avez vu ce chanteur fantastique, Schwierzwitz, qui chante Fake News Media, et donc je vous mettrai à la fin l'effort qu'a fait une chaîne qui s'appelle Laura Saras Music Filter. Je vous la mets à la fin et c'est bah, voilà pour les amateurs de musique, vous avez les traductions, c'est super bien fait. Ces images de la manifestation du 1er août à Berlin, qui ensuite il y a eu une deuxième manifestation le 29 août. Et une fois de plus, chaque fois qu'il y a ces manifestations où vous voyez des gens sans masque, sans distanciation sociale, vous avez les gens qui crient va y avoir des clusters et des clusters. On attend toujours les clusters et il n'y en a toujours aucun. Preuve que c'est des fake news. Et des fake news, on a été servi là. Hein. On a été servi. Hein. En plein journal de 20 heures. Hein. Ils ont fait, une journaliste a fait, y a-t-il encore des pays qui recommandent l'hydroxychloroquine contre le Covid-19? Donc elle voulait savoir si c'était vrai ou pas ce qu'avait dit professeur Raoult. Et pour valider cette information, TF1 et Samira El-Gadir s'appuient sur le travail d'un doctorant, Nathan Pfeiffer-Smadja. En fait, c'est le petit bonhomme là qui est un interne, qui n'est pas du tout un docteur, qui veut créer des pages Wikipédia sur Silvano Trotta pour voilà. C'est juste quelqu'un qui est un petit interne, mais qui est l'ami. On le verra plus tard de le fameux Yazdan qui est au conseil scientifique. Et donc, je vous laisserai lire l'excellent article de François qui démonte complètement tout ce que cette journaliste a fait en fake news au journal de 20 heures de TF1, quoi. Hein. Tout ça parce qu'elle s'est appuyée sur, comme le sénateur Jomier l'avait fait lors de l'audition de Didier Raoult, sur le travail faux de ce Nathan Pfeiffer. D'accord? On vous rendez compte, on est en France. On prend des études fausses qu'un interne fait, qui est ami de Yazdan, pour qui lui avait promu le Remdesivir depuis le début. Hein, on reparlera aussi du Remdesivir. Et tout est faux. Tout est faux, parce qu'en fait, si on prend tous les pays, regardez ça, c'est la carte des États-Unis qui sont dans France Soir, bah, vous voyez que eux, ils ont mis les États-Unis en rouge, alors qu'en rouge, il n'y a que ces États-là, des États démocrates, qui ne prennent pas l'hydroxychloroquine. Donc vous vous rendez compte comment, au journal de 20 heures, suivi par des millions de personnes, de TF1, on raconte des fake news. Et après, on vient m'attaquer moi, parce que je sais, les bruits qui courent, qui reviennent à mes oreilles, que je suis dans l'œil du cyclone de beaucoup de journalistes parce que je leur dis qu'ils servent à rien, parce qu'ils font juste répéter des dépêches de l'AFP qui vérifient pas leurs sources, et que même Bill Gates les remplace par des ordinateurs. Voilà où on en est. Euh, et les fake news continuent parce que là est arrivée une nouvelle vedette, Covid-19, l'épidémiologiste Catherine Hill, on ne sait pas d'où elle sort, prévoit une situation identique à la mi-mars dans un mois. On va le retenir parce qu'on va retenir tous ces gens qui racontent des gens comme ça. Donc c'est une biostatisticienne, donc il faudra savoir si c'est une biostatisticienne ou c'est une épidémiologiste, ou les deux, je ne sais pas, qui dit que ça va être la catastrophe chez nous. Hein, comme Olivier Véran avait dit il y a 17 jours maintenant que dans 15 jours, ça allait être la catastrophe. Et Olivier Véran, toujours ministre de la Santé. Donc il continue, lui, à raconter des fake news. Et donc on en a un petit peu ras-le-bol, et donc je vous mets le blog de Patrice Giberti, Saisissons le CSA contre la désinformation méthodique sur la Covid. Et donc là vous voyez le jeune Nathan interne qui donne des fake news à tous les journalistes, et puis qui est content, hein, qui est fier sur son blog, sur son Twitter, dédié, ah, je suis passé aux 20 heures, en compagnie de Yazdan qui lui, bah, ils veulent la peau de l'hydroxychloroquine, et donc du professeur Raoult et du professeur Perron. Et donc, Patrice Giberti a saisi le CSA et nous invite à en faire de même. Donc voilà, vous trouvez dans les liens le blog de Patrice Giberti, toutes les explications pour saisir le CSA. Au bout d'un moment, il faut que les journalistes, ils arrêtent. Ils arrêtent ils arrêtent de prendre de fausses études. Quand je pense que même la haute autorité de santé publique qui l'autre jour disait que le Remdesivir ne serait pas remboursé par la sécurité sociale, là il faudra qu'on m'explique pourquoi l'Europe, avec nos impôts, dit que le Remdesivir sera le
produits contre la Covid, et que la France dit on la rembourse pas, parce que ça coûte quand même 4 000 € le truc, hein. Donc, excusez-moi, qui peut se permettre 4 000 € le traitement pour quelque chose qui part avec des antibiotiques ou de l'hydroxychloroquine à 4,17 €. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Haute Autorité de Santé a dit « Ah ben oui, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre traitement, vu que, selon l'étude du Lancet, vous savez, la fameuse étude fausse du Lancet, l'hydroxychloroquine ne marche pas. » La Haute Autorité de la Santé française, au mois de septembre, se base encore sur une fausse étude, qui a été démontrée par tous, d'ailleurs, qui a été retirée par le Lancet. À un moment, évidemment, le français moyen qui fait métro boulot dodo, qui écoute BFM, TF1, ah ben, il comprend plus ce qui se passe, hein, il comprend plus. Donc on va saisir le CSA. Et je rappelle aussi qu'en 2015, lors de la crise d'Ebola, Yazdan Pana, Jean-François Delfrécy, le président de cette fois-ci du comité scientifique français, Yves Lévy et Peter Orby écrivaient dans The Lancet qu'en cas d'urgence humanitaire, les essais cliniques randomisés sont une mauvaise solution. Ce qu'ils reprochent maintenant, ce qu'ils ont reproché maintenant à Didier Raoult. Donc là aussi, je le dis souvent, je le répète, Internet a de la mémoire. Internet a de la mémoire. Il faut mettre ces gens devant leur contradiction. Il faut mettre les journalistes devant leur stupidité. Voilà, c'est tout. Et donc là, vous voyez, le Nathan Pfeiffer Smaja, oh merci Samuel Agadir d'avoir parlé de mon travail au JT de 20h. En plus, il est heureux, quoi, il est content. Il faut continuer de lutter contre les foutaises avec des arguments factuels, c'est qui va convaincre les gens. Eh, ben, nous, voici, on va lutter contre toi, on va porter plainte contre toi, parce que c'est toi qui fais des fake news. Hein. Pour rassurer un petit peu les gens, ben voilà les nouveaux cas quotidiens en France en haut, donc vous voyez que ça explose. Je vous rappelle que si les courbes au début à gauche, sous le mois de mars, elles étaient si basses, c'est parce qu'on ne testait pas. Là, à droite, il y a beaucoup, puisque on fait 1,2 million de tests par semaine. D'accord? Et parmi ces tests, la plupart sont des faux positifs. Hein, parce que il y a trop de cycles. Il y a trop de cycles, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et donc en fait, si on avait fait le même nombre de tests pendant la période de mars-avril que l'on fait maintenant, les courbes là, elles seraient à gauche là, elles seraient, comme je vous l'avais dit, elles seraient pas à 7, vous voyez une pointe à 7,75 cas. Il y aurait eu des pointes par semaine, en semaine, lycée. Il y aurait eu, selon l'INSEE, entre 180 000 à 480 000 cas par jour. Cas par jour. D'accord? Et la preuve, bah, c'est la seule courbe qui nous intéresse, c'est les nouveaux décès quotidiens en France dus à la Covid, en sachant en plus que l'on met tout dans cette case. Du reste, je vous laisse aussi un excellent article qui a été écrit par le professeur Denis Rancourt. Plus de 30 000 décès à cause du gouvernement français. Une étude scientifique évaluation de la virulence du SRAS-CoV-2 en France à partir de la mortalité toutes causes confondues de 1946 à 2020 estime que le gouvernement français serait responsable de 30 200 décès en France depuis le début de la crise du Covid. Le professeur Perron avait dit au moins 25 000, lui il va plus loin, il dit 30 000. Nous sommes convaincus que le pic Covid est artificiel car il s'est produit brusquement sur un mois à une date sans précédent dans le cycle saisonnier de mortalité toutes causes confondues. Il est absent dans de nombreuses juridictions, par exemple aux États-Unis. 34 des États américains n'ont pas de pic Covid. Le Covid, il ne s'arrête pas aux frontières. Hein. L'ampleur de ce pic varie considérablement d'une juridiction à l'autre. Nous suggérons que la quarantaine de masse et l'isolement strict sans précédent des personnes âgées, malades et en bonne santé, ensemble et séparément, a tué beaucoup d'entre elles, que cette quarantaine et cet isolement sont la cause de l'événement pic Covid que nous avons quantifié, et que le mécanisme médical expliquant ce pic passe principalement par le stress psychologique, l'isolement social des personnes vulnérables au niveau de leur santé. Rappelez-vous l'effet nocebo que nous a décrit le professeur Raoult. Selon nos calculs, ces mesures ont provoqué quelques 30 200 décès en France en mars et avril 2020. Cependant, même en incluant le pic Covid, la charge hivernale de mortalité, toutes causes confondues pour l'hiver 2019-2020, n'est pas statistiquement supérieure aux charges hivernales habituelles, ce qui nous amène à affirmer que le SRAS-CoV-2 n'est pas inhabituellement virulent pour un virus responsable de maladies respiratoire. J'espère qu'il y a de quoi rassurer tout ce qui est les personnes là qui mettent des masques quand ils roulent en voiture.
La France serait l'un des 5 pays européens les plus touchés par la Covid-19 avec la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Tiens, tiens, comme par hasard, les pays qui ont été les plus sévères, hein, avec le confinement, les pays qui ont été le plus sévères avec les masques, les pays qui ont été même le plus sévères avec les masques à l'extérieur, se retrouvent être les plus mauvais. Et on peut en discuter, on peut se dire, mais attends, mais si on est mauvais en tout, c'est peut-être que ce qu'on fait n'est pas bien. Peut-être que ce que la Suède fait, c'est-à-dire pas de confinement, pas de masque, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, discothèque ouverte, les enfants à l'école sans masque, alors qu'ils ont presque plus de cas, c'est peut-être le bon modèle, on peut en discuter. La France a appliqué de vastes mesures en réponse à la déclaration de pandémie par l'OMS le 11 mars 2020, notamment le confinement national et la mise en quarantaine systématique des personnes malades et en bonne santé, réunies dans des maisons de soins et des établissements pour des personnes âgées. La question se pose, existe-t-il des preuves tangibles et impartiales que les mesures extraordinaires étaient et sont justifiées? Après tout, si l'agent pathogène est aussi contagieux et virulent qu'on le croit, alors, indépendant de l'ensemble des efforts déployés pour limiter la propagation de l'épidémie, il devrait être évident à présent que les décisions d'imposer ces mesures étaient justifiées. Autrement, s'il y a peu de preuves d'une augmentation anormale de la mortalité, alors soit le SRAS-CoV-2 n'est pas aussi dangereux qu'on l'imagine, soit l'ensemble des mesures d'atténuation ad hoc a été efficace et doit être considéré comme prouvé. Mais les médias veulent continuer la peur. La peur. Je vais vous laisser écouter ce journaliste face à l'excellent professeur Toussaint. Mais regardez, écoutez les questions chaque fois qu'il ramène. Oui mais alors, écoutez bien. Et regardez le calme incroyable de ce professeur Toussaint qui a mon admiration. C'est hallucinant. France a enregistré samedi un record avec 13 500 cas de Covid-19. Les messages alarmants se succèdent. L'urgentiste François Braun, président du syndicat SAMU France Urgence, annonce que la deuxième vague est là. Notre confrère Le Parisien titrait samedi sur peut-on encore éviter l'implosion. Vous déclariez le 11 septembre qu'il n'y a actuellement pas d'urgence sanitaire. Dites-vous aujourd'hui la même chose, oui ou non, sommes-nous face à une deuxième vague? Eh bien, écoutez, la mortalité d'hier était de 12 décès en France, ce qui veut dire rapporté au nombre de cas positifs pour une mortalité, une létalité instantanée, ce qui n'a qu'une valeur indicative, mais qui nous dit qu'il y a un décès nouveau pour 1000 tests positifs nouveaux actuellement. On est donc dans une phase qui n'a rien à voir avec celle de mars. Nous avons connu 27 décès samedi. On voit que nous ne sommes pas du tout sur une phase d'explosion exponentielle telle qu'elle avait été annoncée encore il y a 15 jours. Et de la même façon, les hospitalisations ont diminué la semaine dernière. Nous étions à 5450, on est maintenant à 5325. On voit que les hospitalisations diminuent également. Donc, il n'y a pas de deuxième vague actuellement? Actuellement, les chiffres officiels de Santé publique France, une fois qu'ils sont corrigés par Santé publique France, lorsqu'elle évite les erreurs et les défauts de report qui ont pu être proposés hier, puisque vous avez vu qu'entre 20h hier soir et 23h30, nous avions 312 décès en France avant que Santé publique France reconnaisse une erreur simplement de transcription sur les centaines et qu'on redescende à 12 décès. De la même façon, vendredi, on a eu 123 décès qui ont été comptabilisés et qui reprenaient seulement la totalité des décès de l'été complet pour un seul établissement hospitalier de l'Essonne. Donc à chaque fois, on a cru qu'il s'agissait du départ d'une deuxième vague. Pour l'instant, nous sommes à 12 décès seulement hier. On voit que la seule vague que la France a connue est celle du printemps. Alors, vous savez aussi ce que répondent à cet argument. Ils disent, d'une part, il y a toujours un décalage entre entre les contaminations et le nombre de décès, donc ce serait à venir. Et puis, on pointe toute une série d'avertissements. 55 départements en rouge. Pour la première fois sur la semaine dernière, davantage de décès que la semaine précédente. Le taux de positivité qui augmente, qui est à 5,7%, davantage de réanimation dans les hôpitaux, de personnes réanimées. Le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France parle d'un risque d'embrasement de Paris. Tout ça, vous le contestez? Alors, il y a beaucoup de choses parmi cette inquiétude qui continue de diffuser, qui nécessite d'être parfaitement analysée.
Si on regarde le nombre d'entrants à l'hôpital, par exemple, sur la semaine dernière, il a augmenté par rapport au mois d'août. On était à 600 nouvelles hospitalisations chaque jour, et dans la semaine précédente, alors qu'au mois d'août, on était à 100, c'est-à-dire on a augmenté d'un facteur 6. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre d'hospitalisations a diminué. Alors on ne comprend plus tout à fait pourquoi le nombre d'entrants à l'hôpital augmente, alors que le nombre total de malades à l'hôpital diminue sur l'ensemble du territoire français. Eh bien, l'explication très simple à cette discordance est qu'en fait, il y a plus de sortants que d'entrants, et donc les soins qui sont actuellement proposés aux personnes hospitalisées sont nettement moins lourds que ceux qui devaient être proposés au printemps. Donc on voit que tous ces indicateurs nécessitent d'être repris. On voit également que les départements en rouge ou les villes qui ont été prises en rouge, pour une ville comme Millet de 4500 habitants, il suffit d'avoir 5 cas positifs et on passe le taux supérieur à celui de la zone orange. Et donc, on a toute une série de départements qui sont également sur des indicateurs excessifs qui ne montrent pas, pour l'instant, d'augmentation significative. Il y a certes une augmentation du nombre de personnes en réanimation, mais là encore, on voit que l'augmentation de la qualité des traitements joue sur une capacité de maîtrise qui n'est pas du tout celle, au regard des 800 personnes hospitalisées actuellement, de l'occupation des 12 000 lits de réanimation annoncés par le ministre de la Santé la semaine dernière comme possible à ouvrir pour l'ensemble des patients Covid. Jean-François Toussaint, comprenez que les Français n'y comprennent rien. Vous avez des médecins qui vous disent, des médecins qui sont connus, qui vous disent il y a une forte aggravation, il y a un vrai risque, on est même quasiment devant la deuxième vague, et vous dites le contraire. Vous et d'autres d'ailleurs, vous dites le contraire. Comment s'y retrouver? Qui croire? Alors, il faut bien regarder comment nous évoluons actuellement dans le monde et en Europe pour voir où se situe la France. Hier, le monde a connu 3722 décès par Covid. 3722 alors que nous étions à 10 000 décès. 10 000 décès le 23 juillet. Ce qui veut dire qu'en 8 semaines, maintenant, nous avons eu une diminution considérable des 2/3 de la mortalité totale de la mortalité mondiale. Donc nous sommes actuellement sur une phase de décroissance de la pathologie et de la même façon en Europe, nous avons connu hier moins de 200 décès et donc il n'y a pas pour l'instant non plus en Europe d'augmentation significative de la mortalité. Le seul pays qui le voit actuellement, c'est l'Espagne, dans la région de Madrid, sur lequel on voit une augmentation avec des taux de progression qui sont certes beaucoup plus faibles qu'au mois de mars, mais qui montrent pour ce seul pays une augmentation actuellement significative. Tous les autres indicateurs, comme le système de surveillance de la mortalité en Europe, montrent des phases qui n'ont pas d'augmentation significative actuellement pour l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Alors, puisque vous parlez de nos voisins, bon, déjà, par exemple, il y a l'Angleterre qui augmente de façon drastique les amendes jusqu'à 10 000 €. Et puis, vous venez de le dire, surtout l'Espagne, reconfinement de certains quartiers de Madrid. Est-ce que l'Espagne ne préfigure pas ce qui va arriver en France, c'est-à-dire des reconfinements? On peut le craindre effectivement, mais la décision politique, une fois de plus, n'a rien à voir avec la réalité de l'évolution pandémique. On voit que sur la totalité des pays qui ont choisi de confiner ou de ne pas confiner, les évolutions ont été très différentes et il n'y a pour l'instant pas d'efficacité du confinement prouvé, il n'y a pas de relation épidémiologique entre le caractère strict du confinement ou pas et le taux de mortalité à la fin de ce mois-ci. On est donc dans une utilisation politique qui dépend de l'inquiétude des gouvernants et qui dépend du coup de l'analyse qui est faite par les conseillers scientifiques autour de ces valeurs. Et le fait que la Grande-Bretagne se propose de réaugmenter sur des zones rouges des confinements locaux est en fait associé à une mortalité, là encore, de 22 décès hier pour toute la Grande-Bretagne. À nouveau, nous ne sommes pas dans ce pays en aucune façon comparable à ce qui se passait au printemps. Vous avez vu ce journaliste qui essaye toujours de vendre la peur, qui essaye, allez, mais alors, où il est notre pic, où est notre deuxième vague, qu'est-ce qu'on va vendre, Le professeur Toussaint, imperturbable. Et moi, comme je vous le dis, maintenant, les médecins se lèvent.
se lève et commence à parler de bon sens. Je ne sais pas combien de vidéos je vous ai fait depuis le début de cette crise où je vous dis, et là, votre bon sens, il vous dit quoi? Alors, on va écouter un extrait de la déclaration du docteur Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur. Écoutons-le, c'est vraiment très fort. Depuis quand le gouvernement se donne-t-il le droit de décider de ce que les médecins peuvent prescrire? Pourquoi les gens doivent-ils encore porter un masque aujourd'hui? Pourquoi leur interdisait-on d'en acheter un quand c'était utile? Pourquoi les pharmaciens n'ont pas eu le droit de vendre des masques quand c'était utile? Ce sont désormais les supermarchés qui le peuvent, avec la complicité de l'État et de ses forces de répression? Ceux qui constatent l'écart croissant entre le réel et la narration médiatique et politique se doivent de réagir. Ceux qui savent lire et interpréter sans peur des courbes épidémiques se doivent de parler en masse et de ne pas laisser seul l'IHU dans cette bataille. Il n'y a pas de seconde vague. Nous ne sommes depuis bien longtemps plus en situation épidémique selon les définitions habituelles des standards d'épidémie pour la grippe, c'est-à-dire plus de 150 cas par jour pour 100 000 habitants. Cette définition a été changée tout bonnement pour la Covid dans un but qui nous échappe. Le réel est remplacé par une narration douteuse. Les informations diffusées par les médias sont désormais décorrélées de la réalité sanitaire. Information est écrit entre parenthèses. Entre guillemets, pardon. Les courbes épidémiques sont interprétées de manière fallacieuse. L'État aurait-il modifié les seuils épidémiques habituels pour maintenir un discours alarmiste et justifier des restrictions de liberté? Les nouveaux cas sont bénins. Ils sont à la hausse du fait de l'incrémation du nombre des tests. C'est très rassurant quant à la bénignité de l'infection au final. Nous n'avons pas constaté en avril le dénominateur des cas totaux, faute de pouvoir tester comme le bon sens nous le recommandait. Aujourd'hui, nous testons de manière quasi systématique sans rapport avec une quelconque symptomatologie. Nous trouvons simplement ce que nous nous sommes interdits de voir en mars, avril et en mai, le dénominateur et la foule des cas bénins. Tous les partisans de la thèse de l'immunité collective devraient s'en réjouir. Les hospitalisations en réanimation, les hospitalisations et les décès ne font que baisser tendanciellement. Nous nous devons de sortir des polarisations politiques qu'on a voulu infliger au débat. Nous devons retourner à des arguments de bon sens, médicaux en premier, scientifiques en second. Merci à Jean-François Toussaint, à Alexandra Henrion-Claude, à Jean-Dominique Michel, à Didier Raoult, à Philippe Parola, à Jean-Christophe Lagier, à Christian Perronne et à tous les autres héros que j'oublie. La science, la médecine et la politique sont ternies de tant de conflits d'intérêts et de corruption. Le nous de nos concitoyens va mal. Nous devons réinformer et réouvrir l'espace du dialogue et du débat quand il se ferme. Eh oui, parce que les preuves s'accumulent de partout, encore là, je vous en mets, je sais pas combien, il y a eu maintenant plus d'une centaine d'études qui montrent que l'hydroxychloroquine fonctionne très très bien dans le monde. Évidemment, on n'en parle pas dans les médias de la peur. Là, vous avez, je vous recommande de suivre Covid-19 Crusher sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter, parce que là, sur Twitter, je suis très actif, parce que moi, dès que j'ai un petit instant au bureau, je vais sur Twitter, je retweet ou je tweete, ça prend pas beaucoup de temps, quoi. Une vidéo, ça prend un peu plus de temps. Là, c'est par exemple le témoignage de deux médecins californiens traitant précocement le Covid par hydroxychloroquine. Plus c'est un autre antibiotique et plus du zinc. Il totalise environ 2000 patients, 20% à haut risque et ne rapporte qu'un seul décès. Il s'agit évidemment d'une impossibilité statistique sans activité thérapeutique lorsque le taux de mortalité de base du Covid est de 2%. Je ne sais pas ce qu'il leur faut encore. Nous avions aussi Olivier Véran qui avait dit que non, le virus n'avait pas muté, pas à sa connaissance, pas à la connaissance de son comité scientifique. Ben ça y est, c'est dans The Lancet, c'est paru. La publication dans The Lancet valide l'hypothèse du Dr Raoult sur les mutations du Covid. Et l'excellent professeur Éric Chabriard écrit: après avoir utilisé le Lancet Gate pour interdire l'hydroxychloroquine, Olivier Véran est à nouveau discrédité par le Lancet pour les mutations du virus. Ce manque de discernement patent explique la gestion amateuriste qui fait souffrir la France depuis plus de 6 mois. J'ai entendu que même Macron était très fâché contre Olivier Véran. Donc, excusez-moi, mais on attend quoi pour le virer? On attend quoi pour mettre Didier Raoult à la place, ou au moins se faire conseiller par Didier Raoult et l'équipe de l'IHU, quoi. J'avais l'excellente Corinne Réverbel qui tweet: le nombre de cas positifs dans les Bouches-du-Rhône semble se stabiliser depuis plusieurs jours. Le 19 septembre, les autres indicateurs se stabilisent aussi. Nouvelle hospitalisation 30, nouvelle réanimation 6, nouveau décès 0. Et c'est évidemment source des ministères. Et en France, comme l'a dit le professeur Toussaint, on annonce 312 morts, les journalistes, oh, 312 morts, sans se poser la question, mais comment c'est possible, 312 morts? Ah non, mais on s'est trompé, en fait, c'était pas 312, c'était 12, excusez-nous. On a mis un 2 en plus.
Donc c'est quand même extrêmement, extrêmement grave ce qui se passe. Et donc vous voyez ici, fin de partie pour l'Indécivir. Et donc quand même, le Conseil européen, on avait commandé pour 60 millions d'euros. C'est avec notre argent. Il serait peut-être aussi temps de demander des comptes aux députés européens qui sont sous le joug des lobbies. Et pendant ce temps-là, le professeur Raoult, qui était déjà premier, parce que vous savez que vous pouvez taper ça, expertscape.com, c'est le classement officiel des pairs. Hein. Là, vous pouvez aller chercher le Nathan, vous le trouverez nulle part, hein, ne vous inquiétez pas. Mais on écoute le Nathan qui est nulle part, qui est même pas, qui est un interne. Et donc, mondial, en infectiologie, c'est le professeur Raoult, et de très loin, tout son carré est noir. Et là, vous savez quoi? Il est monté à la 12e place en épidémiologie. Voilà, on a le meilleur au monde, on a le meilleur au monde. Au lieu de le porter au nu, on le discrédite. On discrédite par des petits internes. Votre bon sens, là, il vous dit quoi, hein? Allez, vous en voulez encore? On va mettre l'excellent professeur Toubiana. Il y a un problème de test, et si oui, quel est le problème des tests? Les bras m'en tombent, si vous voulez. Le problème de test, c'est qu'on arrive, comme d'habitude, comme les carabiniers d'Offenbach, toujours après la bataille, si vous voulez, que ce soit pour les masques, que ce soit pour les tests. Aujourd'hui, les tests ne disent plus. Ils sont pas bons, les PCR qu'on nous met dans le nez, là? J'en fiche. Ce qui est important et ce qui est massif là-dedans, c'est que 97% des tests faits sur bientôt 9 millions de tests, un échantillon gigantesque. Un Français sur 6. 97% des tests sont négatifs. Alors quand 97% des tests sont négatifs, excusez-moi, mais ça veut dire que les 3% restants, c'est inférieur à la marge d'erreur qu'on a sur le système. Écoutez, le virus, on nous démontre tous les jours, et ça crève les yeux, que le virus ne circule pas en réalité. Et que ce nouveau virus, ce virus émergent, a touché une grande partie de la population qu'il devait toucher au moment de la première vague, c'est-à-dire entre mars et mai. Oui. En gros. Oui. Et puis après, c'est ce qu'on observe tout le temps dans les épidémies. Il y a ce qu'on appelle une traîne épidémique et puis des cas sporadiques. Oui. Ces cas sporadiques ne sont pas... Tout épidémiologiste, c'est ça. On est dedans, là, actuellement. Oui, on est dans les cas sporadiques. On n'est pas dans une deuxième vague, mais là. Absolument. Alors, écoutez, si vous voulez, la théorie de la deuxième vague est une théorie, c'est totalement folle. C'est une théorie sur laquelle repose l'intégralité de la construction qui a été faite. Si vous enlevez si vous voulez, ce concept, même pas un concept, c'est un postulat. Si vous enlevez ce postulat, tout s'écroule comme un château de cartes. Vous seriez Véran ou le président de la République. Vous feriez quoi face à ce Covid? On enlève les masques, les masques ne servent à rien. On recommence à se faire la bise, on rouvre les bistrots et les discothèques. Donc on fait tout l'inverse de ce qui se fait actuellement. Oui, mais j'ai pensé à un moment qu'Emmanuel Macron, le président de la République, allait changer de cap. C'est un concept. Arrêtons de parler de deuxième vague et elle sera nulle part, cette deuxième vague. On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de le dire. Comme je vous disais depuis je ne sais pas combien d'émissions que l'OMS, des salariés de l'OMS, étaient payés directement par l'horrible fondation de Bill Gates, ce psychopathe. Vous en voulez une preuve? KM Gopakumar a des preuves qui contredisent les déclarations du porte-parole. Il a découvert récemment un échange de mails internes dont il ressort qu'un haut responsable de l'OMS est payé directement par la fondation Gates. La fondation ne se contente pas de faire des dons. Elle place également ses hommes. C'est très préoccupant. Ça peut signifier que l'OMS est dirigée par ses donateurs, non seulement parce qu'elle reçoit de l'argent de leur part, mais aussi parce qu'elle engage leurs collaborateurs et les laisse gérer le programme. James Love a ses entrées dans la politique genevoise et dispose de nombreuses informations internes. Lui aussi voit d'un œil critique l'évolution de l'OMS. Si une institution privée donne plus d'argent que l'Allemagne, que l'Angleterre ou que les États-Unis, on peut s'attendre à ce qu'elle exerce une certaine pression.
Il serait naïf de croire le contraire. Souvent, les gens ne voient pas ce que ça implique, ni quels sont les objectifs de la Fondation Gates. Il faut bien se rendre compte que les collaborateurs de Gates ne viennent pas sans arrière-pensée. Ils ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire. Si demain Bill Gates décidait de soutenir plutôt l'éducation ou la protection de l'environnement, qui sont aussi de bonnes causes, l'OMS s'effondrerait. Le pouvoir de décision est dans les mains d'une seule personne. C'est digne d'une structure féodale. En tant que société démocratique, nous devons prendre la mesure des processus que nous avons laissés apparaître. Voilà, c'est tout pour ce soir. Si vous avez un terme à retenir, bon sens. Votre bon sens. On est d'accord? Allez, on termine en musique avec notre ami. Profitez des paroles que Laura Sarah vous a traduites en français. Profitez-en. Et puis, à très bientôt. Hein. Chaque jour qui passe, on est de plus en plus nombreux, soyez-en conscients. Chaque jour qui passe, on est de plus en plus nombreux. Et eux sont de plus en plus acculés. Donc des fois, quand on devient acculé, on peut devenir méchant. Ça, c'est clair. Mais c'est pas grave. À la fin, on gagnera nous. La vérité gagne toujours. Allez, bye bye, bis. 15.000 Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl stockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Weil der so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon.
suchen wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr, nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse ist folgt wie ein Schaf, die Freiheit wird nicht im Grab. Doch der Widerstand ist da, oh ja. Allah Che Guevara, komm sprecht es mir nach. Fake News Media. Monsieur Valentin, Jean-Christian. C'est ça même. Bonjour tout le monde. Comment ça se passe? T'es un déco-déclarant et voilà, on est place Saint-Pierre. Voilà, aujourd'hui, oui, je me retrouve déclarant organisateur de cette manifestation. C'est une manifestation qui va nous